Par une nuit pluvieuse, une camionnette roule à vive allure sur la route, attirant l'attention des policiers. En l'arrêtant, ils découvrent au volant une femme blessée et suspecte qui dit avoir oublié son permis de conduire dans une autre robe. Elle ne répond pas à l'offre qui lui est faite de sortir, et l'arrière de la camionnette s'avère rempli de chiens. Un appel téléphonique réveille une psychiatre nommée Evelyn. La femme est appelée d'urgence au travail, ce qui l'oblige à laisser son enfant à la garde de sa mère. Evelyn se rend au poste de police pour évaluer le détenu. Le patient s'avère être un chauffeur de camionnette en fauteuil roulant qui fume près de la fenêtre. Une blessure fraîche est visible dans son dos. Lorsque le suspect se retourne, il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas d'une femme, mais d'un homme maquillé et portant une perruque. Evelyn explique que son travail consiste à déterminer ce qu'il faut faire de lui. Le détenu se présente comme Douglas. Lorsqu'on lui demande s'il a des enfants, il répond qu'il en a des centaines, sous-entendant ses chiens. Pour expliquer d'où lui vient son affection pour les animaux, Douglas se plonge dans des flashbacks de son enfance. Il a grandi dans une famille typique de redneck religieux qui élevait des chiens pour le combat. Le père était un véritable dictateur avec un penchant pour le sadisme. Le frère aîné de Douglas était lui aussi assez brutal et cruel. Maman aimait son fils cadet, mais elle n'osait pas se disputer avec son mari. Le petit Douglas aimait les chiens de son père et les nourrissait, contre les inhibitions de son père, qui voulait des chiens affamés et en colère pour se battre. Ayant appris par son fils aîné que Douglas enfreint l'interdiction, le père décide de recourir à des méthodes éducatives radicales. Il enferme le garçon dans une cage avec des chiens, car les chiens sont plus chers à Douglas qu'à son propre père. Les animaux réchauffent leur nouveau voisin en le couvrant de leurs propres poils. Bientôt, maman s'enfuit de ce foyer inhospitalier alors qu'elle est enceinte. Elle veut élever le nouveau bébé dans des conditions normales. Finalement, elle donne plusieurs boîtes de conserve à Douglas, qui vit constamment dans une cage. Le garçon a donc survécu à l'hiver sans même essayer de s'échapper. De toute façon, il n'avait nulle part où aller. Evelyn rentre chez elle le matin, où elle apprend de sa mère que son ex-mari, à qui le tribunal a interdit de s'approcher de leur maison, est quelque part dans les parages, désireux de voir son fils. Douglas se laisse à nouveau aller à des souvenirs au poste de police. Un jour, son frère aîné a placé sur la cage une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Dogman » à l'intérieur. Peu avant son arrestation, Douglas reçoit la visite d'un adolescent, Ruan, qui lui apporte un chiot jeté dans la rue. Ruan demande de l'aide. Martha, la propriétaire de la laverie locale, est constamment malmenée par le gangster El Verdugo, qui non seulement lui prend tous ses bénéfices, mais la force à vendre ses propres vêtements. Douglas promet de l'aider. Déguisé en femme portant une robe de deuil noire, il suit El Verdugo. Le bandit arrive au bar où se trouve son gang. Sur l'ordre de Douglas, un petit chien entre en courant avec un téléphone entre les dents. Le chien apporte le téléphone au chef du gang en sautant sur une table. La curiosité prend le dessus et El Verdugo répond au téléphone. Douglas, tout en commandant le plus gros chien, fait au criminel une offre qu'il ne peut refuser. Le gangster doit laisser Martha tranquille et, en échange, Douglas permettra au chien maléfique de relâcher son emprise. El Verdugo est obligé d'accepter. Le premier chien, ayant récupéré le téléphone, s'enfuit. Le second chien se précipite à sa suite. Le chef dit à ses subordonnés de suivre les chiens, mais ils sont introuvables. Evelyn, qui se dispute au téléphone avec son ex-mari au sujet de l'interdiction de s'approcher de la maison, visite le domicile de Douglas, qui ressemble à un champ de bataille. Il y a des traces de balles partout. S'emparant de ses affaires, la femme retourne dans la cellule pour connaître la suite de l'histoire du détenu et rendre un verdict définitif. La première chose qui intéresse la psychiatre est de savoir comment l'homme en est arrivé à être emprisonné dans une cage avec des chiens. Un jour, son frère aîné a remarqué les chiots que Douglas cachait et les a signalés à son père. Lorsque le père est sorti avec un fusil, le garçon lui a bloqué l'accès à la cage en grognant contre son père. Les chiens se joignent à la rébellion de Douglas, rongeant les barreaux de la cage avec leurs dents. Le père tire accidentellement un coup de fusil, et le coup fait tomber Douglas à terre. Le frère aîné emmène le père dans la maison et donne au frère cadet un mouchoir pour panser le doigt blessé de sa main. Alors que le père prie et s'en va, le petit Douglas a un plan. Il met le doigt blessé dans un sac et demande à l'un des chiens de le porter jusqu'à la voiture de police, comme celle qui figure sur la couverture du magazine. Le chien sort par le trou qu'il a creusé plus tôt et s'enfuit. Le chien court longtemps dans les rues avant de trouver la bonne voiture et, sautant sur le capot, y dépose le paquet avec le doigt. Les policiers, voyant le doigt ensanglanté,
passe immédiatement à l'action. Il pénètre dans la maison, arrête le père et le fils aîné, puis appelle une ambulance pour l'enfant en cage. Ce jour-là, Douglas a perdu la capacité de marcher normalement. La balle qui lui a arraché son doigt a ricoché sur le mur et s'est logée dans sa colonne vertébrale. Les médecins n'ont pas pris le risque de l'extraire pour ne pas endommager la moelle épinière. Désormais, chaque pas peut déloger une balle logée et être littéralement le dernier de Douglas. Son père a fini par être emprisonné pendant 20 ans. Il s'est suicidé 2 semaines après son arrestation. Son frère a été condamné à 12 ans de prison, mais il a été libéré prématurément pour bonne conduite au bout de 8 ans. L'un des chiens l'a attendu à l'extérieur de la prison, puis l'a poursuivi dans la rue. Le chien a été rejoint par plusieurs autres chiens dans la poursuite jusqu'à ce qu'il coince l'homme. Les chiens se sont jetés sur lui et Douglas n'a jamais raconté au psychiatre comment son frère aîné était mort. La loi oblige Evelyn à faire un rapport si elle apprend qu'un patient a été assassiné. Après avoir été libéré d'une cage avec des chiens, Douglas a été placé dans un orphelinat où il n'a pu se lier d'amitié avec personne. Les enfants sont moins amicaux que les chiens et personne ne veut jouer avec une personne handicapée. Mais le garçon a rencontré la bibliothécaire Salma, dont il est tombé amoureux au premier regard. La jeune fille l'a habitué à lire Shakespeare et à jouer dans le cercle théâtral, où l'on mettait en scène des pièces du classique britannique. Salma lui apprend également à se maquiller, à utiliser des produits de beauté et à changer de vêtements pour se réincarner dans d'autres personnes. Les représentations théâtrales rendent le petit Douglas heureux et modérément populaire. Bientôt, Salma quitte l'orphelinat pour se produire à Broadway. Douglas a rassemblé dans un album des coupures de presse sur ses succès. À l'âge adulte, il assiste à son spectacle et, après la représentation, se rend dans les coulisses pour lui parler en personne. À sa grande surprise, Salma le reconnaît et est heureuse de le rencontrer. Douglas lui a remis un album dans lequel il avait suivi la carrière de l'actrice. La femme apprécie beaucoup le cadeau, après quoi un homme entre dans la loge. Il s'agit du metteur en scène de la pièce, le mari de Salma et le futur père de son enfant. Attristé par cette nouvelle, Douglas fait ses adieux et se rend au refuge pour chiens où il travaille. Désespéré de constater qu'il ne sera pas heureux avec son premier amour, Douglas libère sa colère dans un accès de rage, pour lequel il se lève même. Les chiens dans les enclos aboient et hurlent avec lui. Les chiens sortent de leur cage, encadrent le garçon déchu et, comme lorsqu'il était enfant, réchauffent leur corps, lui léchant le visage dans un élan d'amour pur et sincère. Douglas se comporte comme une vraie femme au cœur brisé et se coupe les cheveux plus courts. Mais les problèmes ne viennent pas seuls, les autorités veulent fermer le refuge pour chiens afin d'économiser le budget. Douglas rappelle aux représentants de la mairie que le refuge vit de dons et que le seul financement municipal dont il dispose concerne le bâtiment. Mais c'est là que réside le problème. Ils veulent donner le site à un promoteur pour gagner de l'argent. L'homme a jusqu'à lundi pour quitter les lieux. Pendant le week-end, Douglas s'installe avec tous les animaux dans un laboratoire abandonné du collège local, où il leur lit soigneusement Shakespeare. Cependant, il faut de l'argent pour nourrir tant de chiens affamés. Il cherche du travail et se rend aux entretiens d'embauche aussi activement que son état de santé le lui permet. Mais partout, il essuie un refus poli. Personne ne veut d'une personne en fauteuil roulant. Un jour, alors qu'il est entré dans un cabaret grâce à une place vacante, Douglas remarque une répétition de travestis chantant, des hommes en costume féminin. Se souvenant des représentations au théâtre de l'orphelinat, il se propose comme interprète. Le propriétaire est sceptique, mais Douglas se lève de son fauteuil roulant pour dissiper ses doutes. Il peut se produire debout sans gâcher l'ambiance des visiteurs avec son apparence malsaine. Le collectif des chanteurs peints réclame le gars, et le patron, cédant à la persuasion, finit par accepter. Bientôt, Douglas s'installe dans la loge et se prépare à faire ses débuts. Ses collègues le soutiennent, font rouler son fauteuil roulant jusqu'au milieu de la scène et l'aident à se lever, de sorte que lorsque le rideau se lève, il apparaît dans toute sa gloire devant le micro. Douglas interprète de manière exemplaire une chanson française. Les collègues admiratifs ne se rendent pas compte immédiatement après la fin du numéro qu'il faut fermer le rideau et rouler un fauteuil roulant pour l'artiste fatigué. S'assurant que le nouveau venu s'est bien débrouillé, le propriétaire l'inclut dans le programme du vendredi. Evelyn lui demande ce qu'il a fait d'autre que sa carrière de chanteur. Douglas admet qu'il aide les gens à résoudre leurs problèmes de sécurité en leur proposant l'animal de compagnie qui leur convient. Il dit que les chiens lui obéissaient inconditionnellement et le comprenaient parfaitement. Lorsqu'il préparait le dîner, il lui servait les bons ingrédients, à la demande. Après avoir découvert ce don étonnant, Douglas a commencé à utiliser les chiens à d'autres fins.
il leur apprend à voler des bijoux dans les maisons des riches. Trouvant une faille dans la maison, les amis à quatre pattes grimpaient à l'intérieur et fouillaient l'espace à la recherche de ce qu'ils pouvaient emporter avec leurs dents. Un tel manque de respect pour la propriété privée suscite l'intérêt de la compagnie d'assurance, qui est tenue d'indemniser la valeur des biens volés. Pour le savoir, l'enquêteur d'assurance Ackerman est dépêché auprès d'une victime. Après avoir interrogé le propriétaire et s'être demandé pourquoi les chiens de garde n'ont pas aboyé, il prend le disque dur contenant les images de surveillance et va les visionner. Assis devant les moniteurs, Ackerman rembobine la bande vidéo plusieurs fois jusqu'à ce qu'il remarque un chien qui clignote. Le chien se faufile dans la propriété, joue avec les chiens qui gardent la maison, puis grimpe dans la maison et en retire le précieux collier. Se souvenant d'un incident similaire, Ackerman demande à voir les images des caméras de rue. Un travail de longue haleine est récompensé. Il voit le même chien. Ackerman trouve une vidéo d'une camionnette garée dans laquelle le chien entre en courant et qui est conduite par une personne en fauteuil roulant. Après avoir relevé le numéro de la plaque d'immatriculation, l'enquêteur trouve le coupable, mais n'est pas pressé de le dénoncer à la police. Au lieu de cela, admirant le talent de l'homme, il se rend dans un club où se produit un travesti, Douglas. Après le spectacle, Ackerman se rend dans la loge pour remercier le chanteur et l'inviter à dîner. Douglas refuse poliment, croyant avoir affaire à un pervers. Ce que Douglas ne réalise pas, c'est que l'assureur le suit jusqu'à sa maison, après quoi il s'infiltre dans son territoire. Ce qu'Ackerman ne sait pas, c'est qu'il y a des caméras de sécurité près de la maison. Douglas ordonne aux animaux de se préparer à l'intrus, qui menace son maître avec une arme, révélant ainsi sa vraie nature. Ackerman a besoin des bijoux volés pour s'enrichir personnellement. Douglas lui donne le code du coffre-fort dans le placard où se trouve la boîte de bijoux volés. Ackerman s'apprête ensuite à partir, mais son hôte lui propose de rester dîner. L'enquêteur accepte, sans se douter qu'il deviendra bientôt le plat principal d'une douzaine de chiens qui, après avoir encerclé Ackerman, se précipiteront sur ordre sur l'invité indésirable. L'histoire ne s'arrête pas là. Un vendredi après-midi, alors que Douglas se déguise en Marilyn Monroe pour une représentation, des voyous d'El Verdugo font irruption dans la cachette. Ils ont retrouvé Juan et l'ont forcé, sous la torture, à livrer le défenseur du linge de Martha. Arrivé sur les lieux, le chef des bandits tue l'infortuné Juan tandis que ses hommes de main se dispersent autour du bâtiment. Entendant un coup de feu, Douglas donne aux chiens l'ordre « War » et s'arme d'un fusil de chasse. Les chiens rusés attirent les invités dans des pièges préparés à l'avance. L'un d'eux est électrocuté lorsqu'il tombe dans une flaque d'eau, un autre est tout simplement déchiqueté par les chiens. Le bandit suivant tombe dans une fosse couverte, un autre est poussé dans la fosse par un chien et un troisième tombe dans un piège fait d'une corde. Résistant à la douleur, Douglas se lève de son fauteuil roulant pour aider ses animaux. Il tire sur les gangsters dans la fosse et atteint les ennemis en tirant avec précision à travers les murs. Les gangsters restants parviennent à blesser Douglas. Douglas, blessé, s'enfuit en rampant tandis qu'El Verdugo s'arme d'une mitrailleuse et continue de réduire les murs en poussière. Le chef des bandits poursuit Douglas dans les couloirs vides et le trouve assis sur une chaise. Le maquillage taché de sueur, l'artiste devient hystérique. El Verdugo appuie sur la gâchette mais n'a plus de munitions. Douglas lève son verre et ordonne aux chiens de s'élancer sur l'intrus. Plus tard, fumant à l'arrière d'une voiture de police, Douglas dit à l'officier que les chiens sont ses enfants. D'un signe de tête, il commande aux chiens, qui se dispersent à l'arrière du camion. L'histoire retourne au poste de police. Evelyn dit qu'elle n'a pas d'autre question que la dernière. Pourquoi s'est-il confié à elle? Le détenu répond qu'ils sont unis par la douleur. En quittant le commissariat, le psychiatre ne remarque pas le chien de garde de l'autre côté de la rue, qui rallie les autres par son hurlement, à peine une femme s'éloigne-t-elle en voiture. Douglas fume et sourit, puis se rase et enfile un costume d'affaires. Pendant ce temps, les chiens s'infiltrent dans le commissariat et effraient l'agent de service, le faisant tomber et perdre connaissance. Après avoir pris les clés du policier inconscient, les chiens les apportent sous la porte de la cellule du maître. Douglas, dans son fauteuil roulant, sort de la cellule pour se rendre dans le foyer et aperçoit le soleil levant juste au-dessus de l'église située de l'autre côté de la rue. Il sort de son fauteuil roulant et se dirige en titubant vers l'église. S'arrêtant à l'ombre de la croix, l'homme se tourne vers Dieu, lui disant qu'il l'aime et qu'il est prêt. Quelques instants plus tard, Douglas s'écroule, rendant son dernier souffle. La balle logée dans le corps de l'homme a touché ses organes vitaux et l'a tué. Une multitude de chiens dévoués entourent le corps de leur maître décédé, lui disant adieu pour toujours.
À ce moment-là, Evelyn, qui allaite son bébé, regarde par la fenêtre. Elle aperçoit un chien couché devant la maison. C'est le dernier salut de Douglas, destiné à protéger la femme de son agressif ex-mari.